Bonjour. Servant de pont entre le DCEU et le nouveau DC Universe, l'histoire multiverselle de The Flash offre plusieurs références, caméos et easter eggs sur toute l'histoire de DC, mais aussi pour la Warner Bros. Dans cette idée, les voici, et c'est juste après ça. Réalisé par Andy Muschietti, The Flash raconte l'histoire de Barry Allen, le speedster emblématique. Après que sa mère ait été tuée et son père incarcéré pour son meurtre, Barry tente d'utiliser ses pouvoirs pour corriger le temps. En raison de la nature du film en tant qu'histoire multiverselle liée au voyage dans le temps, le film a beaucoup de références pour les fans. Tout comme les films MCU du passé comme No Way Home et Doctor Strange 2, ou les tentatives de Sony comme Across the Spider-Verse, The Flash s'amuse beaucoup avec des chronologies alternatives et d'autres univers d'ici. Avec des nouvelles récentes sur The Flash 2 indiquant qu'une suite pourrait être possible, les caméos, les easter eggs et les références trouvées dans The Flash pourraient mettre en place un univers tout propre pour le DC Universe, ou pas du tout. Le plus grand caméo du premier acte du film se présente sous la forme de Wonder Woman. Après avoir fait une apparition similaire dans Shazam Fury of Gods, Wonder Woman apparaît à Gotham à l'apogée de la séquence d'action d'ouverture du film. La scène se termine avec Batman suspendu à un pont, essayant désespérément d'empêcher un criminel détenant des produits chimiques dangereux de tomber dans la rivière, car cela pourrait détruire la ville. Au moment où il tombe, le lasso de vérité s'enroule autour de lui alors que Wonder Woman sauve la journée avant de s'envoler vers une autre aventure. Plus tard, dans le premier acte, Barry rencontre Iris West. Jusqu'à présent dans le DCEU, Barry et Iris n'ont interagi que dans la Justice League de Zack Snyder, lorsque le premier sauve la seconde d'un accident de voiture. En dehors de cela, l'actrice n'est apparue dans aucun autre film, ce qui signifie que le film rend canon quelque peu les événements de la Justice League de Zack Snyder. Plus encore, Iris fait référence à la scène de l'accident de voiture du film de 2020, déclarant qu'elle et Barry se sont rencontrés brièvement auparavant. Barry nie cela dans un clin d'œil amusant à la nature peu claire de la Justice League de Zack Snyder dans le canon. Issu de l'histoire établie avec Barry et son père, Henry Allen dans Justice League, Barry reste en contact avec son père incarcéré. Une scène présente les deux hommes parlant au téléphone avant que le père de Barry ne soit coupé par la prison. La prison dans laquelle Henry est détenu s'appelle le pénitencier d'Iron Heights, la prison la plus célèbre de DC dans les bandes dessinées. Iron Heights est principalement utilisé dans les bandes dessinées et l'émission télévisée CW. Et c'est là que la plupart des bad guys de Barry sont détenus après leur arrestation. Sans aucun doute, le meilleur endroit pour les références, les easter eggs et les caméos est la Speed Force, ou la Force Véloce, le royaume mystique vers lequel Barry est transporté lorsqu'il court assez vite. Via celle-ci, Barry voit des aperçus de son passé, mettant en valeur son histoire DCEU. Avec le score Rotten Tomatoes le classant comme le troisième meilleur film solo du DCEU, les références au passé de Barry dans la franchise ont frappé encore plus fort. Des événements de la Justice League aux périodes antérieures de la vie de Barry sont établis. La Force Véloce propose un bref récit du mandat d'Ezra Miller en tant que speedster dans le DCEU. Grâce à la Force Véloce, Superman d'Henry Cavill fait une apparition. L'un des éléments de la vie de Barry que l'on peut voir est sa bataille avec Superman aux côtés du reste de la Justice League. Malgré la fin de son temps en tant que Superman, Cavill apparaît bien via un flashback. Cependant, une autre scène, en dehors de la Speed Force, montre Superman de Cavill sauvant des gens d'un volcan actif, dans ce qui est plus que probablement sa dernière apparition en tant que l'homme d'acier. Un autre clin d'œil amusant apparaît dans la scène dans laquelle Barry parle à Bruce Wayne, à l'extérieur de l'appartement du premier. En face de la maison de Barry se trouve un magasin nommé Grayson. Il s'agit d'une référence à la famille DC du même nom, dont est originaire Dick Grayson, un héros communément associé à Batman en tant que premier Robin et plus tard Nightwing. Après avoir voyagé dans le temps, Barry entre dans la chambre de Barry 2. Sur les murs de la pièce, on peut voir des easter eggs amusants liés à Warner Bros. Barry 2 a de nombreuses affiches de films collées sur son mur, notamment I Am a Legend, Inception et Pacific Rim, tous des films distribués par Warner Bros. Pictures. De même, Barry 2 a une affiche sur son mur de Scooby-Doo de 2002. Scooby-Doo a été l'un des premiers films que James Gunn a écrit dans sa carrière à Hollywood, faisant intelligemment référence à la prise de contrôle du cinéaste à la tête de DC Studios aux côtés de Peter Safran. De même, un flashback montre le jeune Barry portant un t-shirt faisant référence à la Mystery Machine de la franchise Scooby-Doo, un autre lien subtil avec James Gunn.
Un autre caméo amusant se présente sous la forme de Temuera Morrison. Morrison est déjà apparu dans Aquaman en 2018 en tant que Tom Curry, le père d'Aquaman. Lorsque Barry est avec son double, il cherche la Justice League, ce qui l'amène à appeler Tom Curry. Morrison apparaît uniquement comme une version alternative du personnage qui est marié à une humaine complètement différente et dont la seule connaissance d'Arthur Curry vient de son chien, car Aquaman n'est jamais né. Alors que beaucoup pensaient que la bataille de Metropolis dans Man of Steel allait être revisitée dans la chronologie alternative du film, il est en fait révélé que les scènes provenaient directement de Man of Steel et de la chronologie du DCEU, montrant que Barry était à Metropolis lors de l'attaque de Zod. Barry venait d'obtenir ses pouvoirs et s'était rendu à Metropolis pour aider, avant de réaliser que la situation était beaucoup trop difficile à gérer pour lui et de la laisser finalement à Superman. Comme le film traite de chronologie alternative, le film s'amuse beaucoup avec la façon dont les choses sont différentes du monde que le public et Barry connaissent. Cela se fait principalement à travers les films classiques des années 80, les versions alternatives étant référencées. Dans la chronologie alternative, Marty McFly de Retour vers le futur a été joué par Eric Stoltz, avec Michael J. Fox jouant le rôle principal dans Footloose. En conséquence, Kevin Bacon a été révélé comme l'acteur qui a joué Maverick dans Top Gun, ce qui fait que Barry se rend compte qu'il a complètement brisé l'univers. Avec le retour de Batman de Michael Keaton vient le retour de la partition emblématique de Danny Elfman du film de 1989. Comme entendu dans la bande-annonce, le montage final du film fait un usage passionnant du thème original de Batman. Ça accompagne la première vue de la Batcave ou le premier combat de Keaton en tant que Batman. Le leitmotiv emblématique évoque naturellement l'excitation de revoir Batman de Tim Burton en action. Une autre référence à Batman de 1989 vient du sac à rire de Joker. Dans le film original, Batman arrête le Joker, mais pas avant que ce dernier ait le dernier rire émanant d'un sac dans la poche de poitrine du Joker. Ce sac est vu dans The Flash avec l'autre Barry le trouvant dans la Batcave de Keaton. Alors que toute l'histoire est basée sur la bande dessinée Flashpoint, le film présente une référence directe aux événements de l'histoire originale. Dans le film, Barry tente de retrouver ses pouvoirs en demandant à Batman de l'attacher à une chaise et de l'électrocuter. Dans la bande dessinée originale, Barry tente de faire la même chose, uniquement avec la version de Thomas Wayne de Batman. Pourtant, la référence est claire à voir, d'autant plus qu'aucune tentative ne fonctionne la première fois. Dans l'acte final, la version alternative de Barry commence à apprendre de nombreux pouvoirs liés à Flash, tels que la façon d'accumuler de l'énergie et de la canaliser pour tirer des éclairs sur les ennemis. Après que Barry ait dit que les Kryptoniens ne peuvent pas être vaincus par lui et Barry 2, ce dernier demande « Et si je faisais une empereur sur ce gars ?» avant de tirer la foudre sur un soldat. Il s'agit d'une référence évidente à l'empereur Palpatine de la franchise Star Wars, dont l'arme principale, ce sont les éclairs de la Force. De même, Barry 2 déclare que les Kryptoniens sont trop rapides à un moment donné de la bataille finale. Barry déclare ensuite que le Flash est beaucoup plus rapide, une référence directe à l'un des meilleurs moments de la Justice League. Cela est lié à la Justice League combattant Superman, dans lequel Barry se révèle être plus rapide que Superman, mais seulement très légèrement alors qu'il se battait contre l'homme d'acier, ainsi que la scène finale. Au cours de la scène finale dans la Force Véloce, de nombreux univers DC différents sont présentés à travers le multivers. Ces univers sont représentés sous forme de sphères multicolores, qui font référence à la façon dont DC eux-mêmes décrivent le multivers, comme en témoigne la carte du multivers de DC.com. The Flash a décrit avec précision à quoi ressemble le multivers DC en faisant entrer en collision les univers sphériques géants. Cette séquence dans le multivers offre le plus de caméos du film, à partir de plusieurs franchises DC passionnantes du passé. L'un des univers qui se révèle être affecté par l'ingérence de Barry dans la chronologie est celui de Superman de 1978, avec l'apparition de Superman de Christopher Reeve. Le personnage emblématique, une création CGI complète, est montré pour voir la faille dans le multivers, aux côtés d'un autre visage familier. Et l'autre visage familier en question est Supergirl d'Helen Slater, qui a également une apparition en tant que création CGI complète. Slater est apparue pour la première fois en tant que Supergirl dans le film du même nom de 1984, un spin-off de la franchise Superman de Reeve. Superman et Supergirl de cette dimension sont tous deux témoins de l'effondrement du multivers avant que Barry ne corrige ses erreurs. Plus d'une décennie avant qu'Adam West ne devienne le plus grand détective du monde dans une série, George Reeves est entré dans l'histoire en incarnant Superman dans le premier long métrage inspiré des personnages de DC et dans l'émission télévisée qui a suivi en 1951. Le film et les 2 premières saisons de la série ont été tournés en noir et blanc, expliquant pourquoi le film ramène Reeves dans un univers sans couleur.
Tout comme le thème Batman d'Elfman accompagnant le personnage de Keaton, la partition emblématique de Superman de John Williams est jouée dans le film. Lorsque Reeve et Slater apparaissent en tant que Superman et Supergirl, le thème de Williams du film de 1978 peut être entendu. Alors que la partition d'Elfman rappelle l'une des premières apparitions réussies de Batman à l'écran, Williams fait de même pour le personnage de Superman. Bien que le réalisateur Andy Muschietti ait révélé le caméo avant la sortie du film, celui de Nicolas Cage en Superman est facilement l'un des plus surprenants de tous. La raison en est l'histoire de Cage avec le personnage, car il aurait joué Clark Kent dans Superman Lives de Tim Burton. Le film a subi une longue pré-production avant d'être annulé après de nombreuses réécritures et désaccords entre le studio et de nombreux créateurs impliqués. Quoi qu'il en soit, Nicolas Cage est finalement apparu en tant que Superman, combattant une araignée géante dans son propre univers tout en regardant la chronologie se briser. Mis à part les énormes caméos concernant le fils et la fille de Krypton, le film contient de nombreuses surprises impliquant le Chevalier Noir. Alors que The Flash parcourt les différents multivers sphériques, Adam West peut être vu comme Batman de l'émission télévisée du film Batman des années 60. Bien que brièvement visible, le caméo de West était un moyen efficace de rendre hommage à l'un des acteurs originaux de Batman en live action. Et aux côtés du Batman d'Adam West se trouve le Joker de César Romero. Là encore, le Joker n'est pas aussi clairement visible que Christopher Reeve, Ellen Slater ou Nicolas Cage. La version de Romero de la même série Batman des années 60 est visible à travers le multivers. Le Joker étant toujours l'un des méchants les plus célèbres de Batman. Le clin d'œil à l'un des acteurs originaux du clown Prince du Crime est encore une fois formidable à voir. La version de Lewis Wilson complète les caméos de Batman. Wilson est principalement connu comme le premier acteur de l'histoire à dépeindre Batman en live action, le faisant dans la série de films Batman de 1943. De Wilson à Adam West à Michael Keaton, Ben Affleck, etc., presque toutes les itérations majeures de Batman ont été présentées dans le film, avec une inclusion encore plus surprenante utilisée dans la scène finale du film. L'un des derniers caméos majeurs de la séquence est de Teddy Sears. Sears a joué un rôle essentiel dans la série CW en tant que Solomon Hunter, Zoom, bien qu'il soit un méchant dans la série. Solomon se lasse de ses manières et prend le faux surnom de Jay Garrick, The Flash dans son univers, enfilant le casque ailé emblématique des bandes dessinées. Cette version du Flash peut être vue dans le film, traversant la Speed Force vers la fin du film. Après le retour à un semblant de normalité dans les dernières minutes du film, le réalisateur Andy Muschietti fait une apparition. Alors que Barry se précipite pour assister à l'audience de son père, il pique un hot dog à un journaliste à l'extérieur du palais de justice. Et ce journaliste est Muschietti lui-même, faisant du réalisateur l'un des derniers caméos du film. Et la plus grande surprise est sans aucun doute la dernière apparition du film. Après être revenu à ce qu'il pensait de sa chronologie, Barry reçoit un appel de Bruce Wayne. Bruce s'arrête au palais de justice, mais au lieu que Ben Affleck sorte pour saluer Barry, ce n'est autre que George Clooney, reprenant son rôle de l'emblématique mais critique Batman et Robin. Le film se termine peu de temps après l'apparition de Clooney, posant la question de savoir comment le DCU va continuer à partir d'ici. Reste à savoir si Clooney sera le Batman, mais la fin du film bouleverse certainement l'avenir du Chevalier Noir, en sachant que James Gunn a déjà confirmé que George Clooney ne serait pas dans Batman Brave and Bold. Enfin, la scène post-crédit présente une apparition de Jason Momoa dans le rôle d'Aquaman. Bien qu'il soit dans une chronologie différente, de nombreux éléments de la vie de Barry restent les mêmes, y compris Momoa en tant que roi Atlante. Barry est montré en train de quitter un bar avec un Aquaman très ivre qui a du mal à comprendre l'histoire de Barry dans le film. Avec Aquaman et le Royaume perdu sortant en décembre 2023, le public pourrait obtenir plus de réponses sur la façon dont les nombreux easter eggs, références et caméos du film The Flash changent l'avenir de DC avec leur film. Pour toute une rangée de boîtes de tomates placées sur la dernière étagère, Clooney est revenu dans le rôle de Bruce Wayne. Maintenant, que va-t-il se passer? Vont-ils garder tout ça ou vont-ils tout recaster? Malin, James Gunn très malin. Bref, est-ce que tu as aimé le film? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.